One Piece, ce n'est pas juste une suite de chapitres qu'on défile les uns après les autres. C'est un monde vivant où chaque chose, chaque habitant a sa raison d'exister. Oda a créé un univers où les océans sont des terrains de jeu pour des rêves démesurés, des ambitions sans limite et où chaque recoin cache une histoire, un secret. Dans notre précédente exploration, nous avons levé le voile sur l'incroyable architecture du monde de One Piece. Des îles vibrantes aux cultures aussi uniques qu'imprévisibles, des mers qui abritent autant de mystères que de dangers, et des jeux de pouvoir où chaque mouvement redessine les lignes de l'histoire. Dans ce monde, aussi fascinant soit-il, est un théâtre de lutte incessante. Des forces s'y opposent, des ambitions s'y croisent et des alliances s'y brisent. Alors, je vous le demande, comment un tel équilibre peut-il tenir dans cet univers où la moindre étincelle peut enflammer des océans entiers? L'harmonie est-elle une réalité ou seulement une façade prête à s'effondrer? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les rouages de cet équilibre fragile, là où se croisent rêve et tyrannie. Car dans le monde de One Piece, rien n'est éternel. Et si le vent ne vous porte pas, il vous brise. One Piece wa jitsuzai suru. Dans cet univers, différentes factions coexistent et luttent pour atteindre leur quête, chacune imposant sa propre marque sur ce vaste monde maritime. Mais comment peut s'établir un équilibre dans un paysage aussi fractionné et dynamique que celui de One Piece? On va tenter de répondre à cette question en explorant comment l'ingénieuse structure des trois grands pouvoirs parvient à maintenir une forme de stabilité dans cet univers constamment en ébullition. Introduit pour la première fois au chapitre 432, Garp nous apprendra que les trois grands pouvoirs, essentiels à l'équilibre des mers, sont constitués des 4 empereurs, des 7 grands corsaires et des quartiers généraux de la marine. Ces forces dominent le monde de One Piece, chacune jouant un rôle stratégique dans la dynamique globale de pouvoir et de contrôle. Les 4 empereurs, des noms qui font trembler quiconque navigue dans le nouveau monde. Ces titans de la piraterie ne sont pas de simples capitaines, ils incarnent des mythes vivants. Chaque territoire sous leur règne témoigne de leur pouvoir absolu. Ces capitaines règnent en maître sur la seconde moitié de Grand Line avec une autorité incontestable. Leur puissance est telle que leur simple déplacement suffit à faire trembler le monde. Une rencontre entre 2 empereurs ne représente pas seulement un événement. C'est une secousse capable d'ébranler la marine tout entière et de faire trembler même les cieux. Chaque confrontation entre ces titans semble défier les lois du monde, créant des ondes de choc qui résonnent bien au-delà des océans et atteignent des hauteurs célestes, un peu comme si les cieux tremblaient face à leur puissance. Mais qu'est-ce qui les rend aussi effrayants au point de devoir mobiliser 7 grands corsaires et le quartier général de la marine pour espérer en contenir ne serait-ce que l'un d'entre eux? Alors, il faut comprendre qu'en dehors de leur puissance individuelle colossale, chaque empereur possède une puissante flotte et commande des dizaines de navires et d'équipages, chacun ayant sa propre structure et hiérarchie. Prenons l'exemple de Barbe Blanche, l'homme connu comme le plus puissant des mers. Il ne se contentait pas de régner par sa seule force. Il commanda un équipage de 1600 hommes, répartis en 16 divisions, chacune dirigée par un commandant de confiance. Et ces commandants n'étaient pas de simples sous-fifres. Ils étaient des piliers, des figures redoutables en leur propre nom, capables de mener des batailles décisives et de protéger l'équipage contre toute menace. Des hommes comme Marco, Jaws ou encore Vista évoquaient des légendes, faisant frissonner quiconque croisait leur chemin sur les mers. Sans oublier Ace, fils de Goldie Roger et frère de Luffy, un pirate dont la réputation précédait son entrée dans l'équipage. Avant même de rejoindre Barbe Blanche, Ace avait fait parler de lui dans le monde entier, si bien que le gouvernement mondial lui offrit une place de grand corsaire, une proposition qu'il refusera d'ailleurs. Et cette organisation ne représentait pas uniquement une formidable force militaire, mais également une famille soudée, par des liens plus profonds que ceux de la piraterie habituelle. Barbe Blanche ne voyait pas ses hommes comme des subordonnés, mais comme ses propres fils. Et c'est précisément cette approche qui leur inspirait une loyauté inébranlable. Sa capacité à maintenir l'ordre parmi ses puissants guerriers, dont beaucoup avaient des ambitions et des pouvoirs dignes de capitaines, démontre l'immense respect et charisme dont il jouissait. Barbe Blanche incarnait non seulement la force brute, mais aussi la capacité rare d'unir des individus terrifiants sous une seule bannière, créant un équilibre entre autorité et fraternité,
ce qui rendait son équipage l'un des plus craints et respectés dans le Nouveau Monde. Cette cohésion et cet esprit de famille se révélaient lors de la grande bataille, où chaque membre de l'équipage, peu importe son rang, se battait jusqu'à la mort pour protéger son capitaine et ses camarades, témoignant d'un idéal de loyauté qui dépassait la simple logique de pouvoir. Barbe Blanche n'était pas simplement un capitaine, il était un père pour ses hommes. Et c'est cet amour, plus puissant que n'importe quelle armée, qui soudait son équipage dans les tempêtes les plus violentes. Dans le Nouveau Monde, les 4 empereurs dominent sans partage. Ils transforment chaque territoire sous leur emprise en reflet de leur propre vision et puissance. Leur domination ne se limite pas à la simple occupation d'îles. Elle reflète une organisation, une stratégie qui va bien au-delà de la simple piraterie. Prenons l'exemple de Totland, le royaume de Big Mom qui est peut-être le symbole le plus sophistiqué de cette domination totale. Totland est bien plus qu'un simple archipel. C'est une vision, le rêve de réunir toutes les races sur cet archipel, celle d'une monarchie où chaque île a un thème unique lié à la nourriture. Au centre, Whole Cake Island est le cœur du pouvoir, entouré de 34 autres îles organisées en cercles concentriques. Chaque île est gouvernée par un ministre, tous des enfants de Big Mom, lui assurant ainsi un contrôle familial direct sur chaque territoire. Tout le système de Totland est conçu pour exercer une surveillance totale. Le pouvoir de brûler, qui permet de voir ce qui se passe sur l'île à travers les miroirs, joue un rôle central dans cette omniprésence de Big Mom. Les limaces de mer, éparpillées dans les eaux de l'archipel, forment un réseau de sécurité maritime capable de détecter tout navire entrant et d'alerter immédiatement les avant-postes appelés tartes. Ces miradors flottants abritent des soldats qui ont pour mission de couler tout navire non autorisé, garantissant que personne ne pénètre dans Totland sans permission. Mais cette organisation impeccable cache une faille, la nature humaine. Rappelez-vous, chaque île est sous la responsabilité de l'un des enfants de Big Mom. Et bien que cette structure offre une couverture efficace, elle dépend aussi de la loyauté et de la soumission de chacun. Le problème, c'est que Big Mom règne par la peur. Et si cette peur maintient l'ordre, elle génère aussi des frictions. Les enfants de Big Mom ne sont pas tous des soldats parfaits. Certains nourrissent des ressentiments, des envies de rébellion. Et c'est cette faille humaine qui a permis à Luffy et son équipage, malgré le chaos qu'ils ont provoqué, de quitter Totland avec des pertes relativement limitées. Mais ce n'est pas un cas isolé. U-Rouge par le passé est parvenu à s'introduire sur le territoire de Big Mom et à vaincre un des Sweet Commanders. Même Goldie Roger, il y a 26 ans, a réussi à infiltrer Totland pour voler les informations du Road Poneglyph. Preuve que même les plus grandes défenses peuvent être percées. Et plus récemment, Aokiji et Van Augur sont entrés à Totland par la grande porte, profitant de l'absence de Big Mom pour kidnapper Pudding. Ces exemples montrent que, malgré la perfection apparente de son contrôle, Totland n'est pas inviolable. La présence de Big Mom, aussi écrasante soit-elle, crée elle-même des failles. Ses méthodes brutales, sa domination par la peur, engendrent des tensions internes, des fissures que les plus audacieux peuvent exploiter. Mais paradoxalement, lorsque Big Mom est absente, ce royaume, autrefois imprenable, devient un terrain de chasse pour les prédateurs les plus puissants. Sans sa main de fer pour imposer l'ordre, Totland s'ouvre, vulnérable aux assauts de ceux qui voient en son absence l'opportunité de déstabiliser un empire autrefois invincible. Mais les empereurs ne se contentent pas de dominer des territoires. Ils imposent une géopolitique, façonnent leur environnement et influencent l'équilibre du monde entier. Alors, dit comme ça a l'air exagéré. Mais prenons l'exemple de l'île des Hommes-Poissons, qui prospérait sous l'égide protectrice de Barbe Blanche. À la mort de cet empereur, l'île devient une cible pour de nombreux pirates opportunistes, perdant ainsi sa sécurité et sa stabilité. Ce chaos est momentanément contenu quand Big Mom plaça l'île sous sa protection. Toutefois, cette sécurité avait un prix exorbitant. Les habitants devaient fournir une quantité phénoménale de bonbons sous peine de destruction. Ce modèle de protection, basé sur la peur et l'exploitation, est emblématique à l'impératrice Big Mom, qui instaure un climat de domination, imposant même une taxe sur sa propre archipel, forçant les habitants à donner 1 mois de leur espérance de vie tous les 6 mois. Finalement, c'est Luffy qui met fin à ce cycle d'oppression. En défiant Big Mom et en plantant son drapeau sur l'île, il rétablit non seulement la paix, mais marque aussi son début de règne en tant qu'empereur, fondé sur la confiance et la protection des plus faibles, à l'image de Barbe Blanche et Shanks. Ce geste symbolique s'est répété à Wano Kuni après sa victoire sur Kaido.
il a non seulement libéré Wano de la tyrannie, mais a également étendu son influence, consolidant son statut d'empereur parmi les pirates. Vous l'aurez compris à travers cet exemple, les empereurs stabilisent le monde de One Piece grâce à leur formidable présence. La simple apparition de leur Jolly Roger sur une île peut dissuader quiconque de lancer une attaque, créant une paix précaire mais vitale dans ces régions. De la même façon, Wano, avec son riche patrimoine et ses ressources précieuses, a évité les attaques du gouvernement mondial uniquement parce que Kaido y résidait. Sa seule présence dissuade toute agression externe. Et ce rôle des empereurs est double. Ils sont à la fois protecteurs et oppresseurs, équilibrant la terreur avec la sécurité. Et c'est précisément ça qui illustre le rôle vital de ces puissants pirates. De plus, les alliances et les rivalités entre les empereurs ajoutent une couche de complexité significative à leur interaction avec le gouvernement mondial. Imaginez-vous un instant, deux entités d'une puissance colossale telles que Kaido et Big Mom s'alliant pour atteindre le One Piece. Je vous laisse juste imaginer ça. Et cette union, même éphémère, a suffi à faire trembler le monde. L'alliance entre ces deux titans de la piraterie représente une convergence de forces si grande que leur simple collaboration pourrait redéfinir le paysage de pouvoir dans le monde entier. Et c'est là qu'on le voit. L'impact des empereurs sur la marine et le gouvernement mondial est profond. Leur capacité à imposer leur volonté et à contrôler d'importantes ressources et informations en font des forces que même le gouvernement mondial ne peut ignorer sans risque. Reprenons l'exemple de Kaido à Wano. Son contrôle sur l'île ne se limitait pas à une simple domination territoriale. Il avait établi plusieurs usines d'armes, se positionnant ainsi comme une menace militaire capable de déclencher une guerre à grande échelle. C'était d'ailleurs son objectif initial, nourri par un ressentiment profond envers le gouvernement mondial. L'histoire de Kaido est celle d'un homme marqué par l'injustice dès son plus jeune âge. Utilisé comme monnaie d'échange pour que sa patrie obtienne une place à la rêverie, il a développé une haine viscérale envers les nobles mondiaux et leurs privilèges. Cette rancœur a façonné sa vision du monde et ses ambitions. Kaido ne rêvait pas seulement de puissance pour lui-même, mais d'un bouleversement de l'ordre mondial, cherchant à faire tomber les puissants de leur piédestal et les forcer à se battre sur un pied d'égalité. Sa conquête de Wano n'était pas le fruit du hasard. La géographie unique de l'île en faisait un bastion idéal pour préparer une guerre contre le gouvernement mondial. Comme l'a si justement fait remarquer Ryokyogu, même la marine n'osait pas s'aventurer à Wano tant que Kaido y régnait. La combinaison de la puissance de l'empereur et des défenses naturelles de l'île créait une forteresse quasi imprenable. Mais la complexité de Kaido ne s'arrête pas là. Paradoxalement, tout en préparant sa guerre contre le gouvernement mondial, il n'hésitait pas à commercer avec eux, utilisant Orochi et Doflamingo comme intermédiaires. Il vendait des armes au gouvernement, renforçant ainsi sa propre puissance militaire. Cette dualité montre à quel point les quatre empereurs sont capables de jouer sur plusieurs tableaux, en manipulant même leurs ennemis jurés pour servir leurs propres intérêts. Big Mom, encore une fois, illustre quant à elle une autre facette de la puissance des empereurs, le contrôle de l'information. Son réseau d'espionnage est si vaste et efficace qu'elle a pu localiser Sanji et connaître les moindres détails de sa vie depuis son départ du Gamma Double Six. De plus, le fait que Big Mom ait compris l'importance de la tribu des Trois Yeux pour la lecture des poneglyphes et qu'elle a réussi à en avoir une membre parmi ses enfants témoigne de sa compréhension profonde des enjeux du monde. Cette maîtrise de l'information est un atout aussi puissant que les flottes et les territoires des empereurs. Qu'il s'agisse de la menace militaire de Kaido ou du réseau d'information de Big Mom, chaque empereur possède des atouts uniques qui forcent les puissances établies à rester sur leur garde. Mais il est important d'ajouter de la nuance à tout ça. Les quatre empereurs ne sont pas seulement des titans de la piraterie pour leur puissance brute, leur contrôle de territoire ou leur vaste réseau d'informations. Ils sont également des acteurs clés dans la quête du One Piece, en grande partie parce qu'ils possèdent ou cherchent activement l'héros de poneglyphes. Leur connaissance des mers, combinée à leur expérience et à leur accès à ces précieuses stèles, les place à l'avant-garde de cette chasse mythique. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les quatre empereurs sont des piliers incontournables dans l'équilibre du monde. Leur domination ne se limite pas à la force militaire ou à la conquête de territoires. Ils stabilisent des régions entières, imposent des lois, façonnent des échanges commerciaux et influencent même des décisions politiques à une échelle mondiale. Leur simple existence empêche le chaos total, tout en jouant un rôle essentiel dans la piraterie et la protection de certaines îles. Cependant, cet équilibre fragile est en constante évolution,
les récents événements comme la chute de Kaido et l'émergence de nouvelles puissances redéfinissent peu à peu la carte du pouvoir. On peut alors se demander, comment ces changements affecteront-ils le monde à long terme? Les empereurs restants continueront-ils à dominer ou est-ce qu'on verra de nouvelles puissances émerger? Introduits dès le chapitre 69, les grands corsaires sont des pirates puissants, choisis par le gouvernement mondial pour servir d'outils de dissuasion contre les autres pirates. Yosaku, lorsqu'il explique leur rôle, souligne comment leur présence contribue à l'appellation de Grand Line en tant que cimetière des pirates. Cette désignation n'est pas seulement due à la mer elle-même, mais à ces forces qui imposent la peur et l'ordre parmi les pirates. Et quand on y prête attention, on se rend vite compte que dans les premières aventures de Luffy, l'influence des corsaires est surtout concentrée dans la première partie de Grand Line. Et ce n'est pas un hasard. Les corsaires servent de zone tampon pour le gouvernement mondial, lui permettant de garder un certain contrôle sans avoir à pénétrer dans le Nouveau Monde, territoire dominé par les empereurs. Cette séparation stratégique sert à modérer les tensions et à maintenir un certain équilibre, d'éviter des affrontements directs entre ces grandes puissances. Malgré leur alliance avec le gouvernement mondial, les corsaires restent avant tout des pirates. Ils naviguent dans des zones grises, souvent en manipulant les règles à leur avantage. Et leur rôle va bien au-delà de simples agents du gouvernement. Ils influencent aussi les dynamiques politiques et économiques des îles qu'ils gouvernent. Prenons l'exemple de Doflamingo à Dressrosa. Il ne s'est pas contenté d'imposer sa force. Il a manipulé les structures politiques pour s'emparer du pays. Dressrosa, dirigé pendant près de 800 ans par la famille Riku, était un pays prospère et pacifique. Puis, tout a changé avec l'arrivée de Doflamingo, un descendant de la famille royale d'origine. Grâce à son fruit du démon, le Ito Itonomi, il a littéralement tiré les ficelles et manipulé le roi Riku, l'obligeant à attaquer son propre peuple. Et en un coup d'éclat, il a discrédité la famille royale et orchestré un coup d'état sans lever la main. Enfin, en apparence. En se posant ensuite en sauveur de la nation, il a pris le contrôle de Dressrosa. Sous son règne, l'île a été transformée en pays de l'amour, de la passion et des jouets. Mais, derrière cette façade idyllique, se cachait un système oppressif. Les nains du royaume de Tontata étaient réduits à l'esclavage. Et les citoyens, manipulés, vivaient dans l'ignorance totale, oubliant même les membres de leur propre famille, ou tout simplement des acteurs clés de leur nation, tous transformés en jouets. L'histoire de Dressrosa montre bien la dualité des corsaires. D'un côté, ils maintiennent un équilibre fragile au nom du gouvernement mondial. Mais de l'autre, ils utilisent leur statut pour servir leurs propres ambitions. Doflamingo, en tant que grand corsaire, a non seulement renforcé ses alliances avec des forces obscures, mais il a aussi manipulé les règles à son avantage, tout en restant intouchable. Cette réalité montre que si certains corsaires peuvent maintenir un semblant de paix ou de stabilité, comme ça a pu être observé avec d'autres figures de la piraterie, d'autres comme Doflamingo opèrent dans l'ombre, façonnant des régimes de terreur sous une façade de légitimité. Leur rôle dans l'univers de One Piece est ainsi bien plus complexe, oscillant entre protecteurs et oppresseurs selon leurs ambitions et leur moralité. L'abolition des grands corsaires lors de la rêverie marque un tournant majeur. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais une mesure soutenue par des figures comme Nefertari Cobra et le roi Riku. Ces deux nations ont souffert directement des agissements des corsaires, Crocodile pour Alabasta et Doflamingo pour Dressrosa. Ça a alimenté leur volonté. Pour eux, il était temps de mettre fin à ce système qui, à leurs yeux, en échange d'un soutien discutable au gouvernement mondial. Pour remplacer ce système, le gouvernement mondial a misé sur le Special Science Group, ou plus communément SSG, une unité dirigée par Vegapunk. Le but est simple, développer des technologies capables de rivaliser avec la puissance des corsaires et maintenir l'équilibre mondial, tout en fournissant à la marine des armes plus efficaces contre la piraterie. Fujitora, qui soutenait activement cette décision, croyait fermement que les innovations de Vegapunk compenseraient la perte de ces pirates devenus alliés. Mais cette décision n'a pas seulement eu un impact au niveau stratégique, elle a directement affecté les anciens corsaires. Privés de leur statut spécial, ces pirates se retrouvent de nouveau traqués par la marine, redevenant des cibles prioritaires. Et ça montre que, malgré la puissance individuelle, leur statut était une protection cruciale. Et leur perte expose désormais ces figures à des dangers qu'ils n'avaient pas eu à affronter depuis des années. Bien que tous les corsaires ne contrôlent pas directement des territoires, certains, comme Boa Hancock, exercent une autorité sur une région spécifique. En tant qu'impératrice d'Amazon Lily, Hancock est un exemple frappant de corsaire dont le pouvoir est intimement lié à la protection de son territoire. Pour elle, perdre son statut de corsaire signifie non seulement la fin de son immunité, mais expose aussi son île à des menaces extérieures. La marine, désormais libre de la traquer, se lance rapidement à sa poursuite, exposant ainsi toute la région à une instabilité nouvelle.
Un autre exemple marquant est Doflamingo. Sa soi-disant démission en tant que corsaire pendant l'arc Dressrosa n'était qu'une manipulation pour tendre un piège à Law et Luffy. Mais cet événement montre bien à quel point son pouvoir dépendait de son statut protégé. Rien que l'idée de le voir déchu a suffi à affaiblir les régions sous son contrôle. Plus d'approvisionnement d'armes et ces magouilles sont devenues visibles aux yeux de tous. On comprend alors que les corsaires jouent un rôle central dans l'équilibre du monde. Même si cet équilibre restait fragile, leur chute a laissé des territoires entiers dans le chaos. Comme je viens de vous le dire, la chute des corsaires a laissé un vide de pouvoir. Et ce vide, il n'a pas tardé à être comblé. C'est dans ce contexte que Cross Guild a vu le jour, avec des figures comme Crocodile, Mihawk et Baggy en tête de proue. Ce mouvement, né directement après la destitution des corsaires, a tout de suite bouleversé l'ordre établi. Ils sont à la tête du mouvement le plus audacieux jamais vu. Ce qu'ils ont fait, renverser les règles du jeu. Traditionnellement, ce sont les pirates qui ont des primes sur leur tête, symbolisant leur statut de hors-la-loi, traqués par les chasseurs de primes avides d'argent et de gloire. Et voilà que Cross Guild en met désormais sur celle des Marines. Une inversion totale des rôles. Ceux censés incarner l'ordre et la justice deviennent eux-mêmes des cibles. En mettant des récompenses sur les Marines, ils introduisent un climat de peur inédit, une insécurité qui frappe même ceux qu'on pensait intouchables. Mais ce coup de génie ne se contente pas de créer le chaos dans les rangs de la marine. Il met en lumière l'hypocrisie d'un système où, depuis des siècles, ce sont les plus vulnérables qui portent le poids des injustices. Ce n'est pas qu'une question de prime, c'est le reflet d'un désespoir enraciné dans certains territoires. Un désespoir si profond qu'il pousse des gens à tuer pour quelques pièces. Prenons le cas du vice-amiral T-Bone, une figure respectée de la marine, assassiné par un habitant d'un royaume ravagé par la faim. Tsuru explique que le peuple de cette région, frappé par la misère, en est venu à tuer pour quelques pièces. Cette situation met en lumière une triste ironie. Ce n'est pas simplement la prime mise sur la tête du vice-amiral qui a motivé ce meurtre, mais la situation désastreuse créée par des années de négligence et d'abandon du gouvernement mondial. La vraie cause, c'est la misère, la pauvreté. Tsuru l'a bien expliqué, la pauvreté et la faim font changer les gens. Ce n'est pas la cupidité qui a poussé ces citoyens à tuer, mais leur situation qui les a poussés à commettre l'impensable, simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Et ce désespoir, il vient de là, le tribut céleste, une taxe monstrueuse imposée aux royaumes affiliés au gouvernement mondial. Calculée en fonction de la population, elle pousse des royaumes entiers à des mesures extrêmes, sacrifier leurs citoyens les plus pauvres ou entrer en guerre pour piller les ressources nécessaires pour payer ce tribut. Et ceux qui ne peuvent pas payer, ils sont laissés à l'abandon, sans protection de la marine, livrés au chaos et à la piraterie. Des royaumes comme Lulusia et Sorbet en sont des exemples frappants. En tentant de répondre aux exigences démesurées du gouvernement mondial, leur population sombre dans la pauvreté, la faim et finalement le désespoir. C'est ce désespoir et non la simple avidité qui pousse des citoyens à se retourner contre ceux qui sont censés les protéger. Cross Guild, en offrant des primes sur les marines, ne fait qu'exploiter cette faille, utilisant les injustices structurelles pour semer la confusion et la rébellion. En fin de compte, ce retournement de pouvoir n'est pas simplement une question de chasseurs de primes et de justice inversée. C'est un symptôme d'un système défaillant, où la population, appauvrie par le tribut céleste et abandonnée par le gouvernement mondial, en vient à considérer les marines non plus comme des protecteurs, mais comme des ennemis. Ce geste est une attaque directe contre la légitimité du gouvernement mondial, et plus encore, contre la symbolique de la marine en tant que force de justice. En semant le doute et la confusion, Cross Guild a transformé la peur en arme, exploitant les failles d'un système déjà affaibli par des siècles d'oppression. Cette situation illustre combien l'équilibre de pouvoir dans le monde de One Piece est fragile et repose non plus sur la force brute, mais sur la perception du rôle de chacun dans cette société complexe. La destitution des grands corsaires est un véritable tournant dans l'histoire. Elle révèle une vérité que beaucoup pensaient déjà. Ce système, soi-disant équilibré, n'était qu'une façade, un échafaudage bancal prêt à s'effondrer à tout moment. L'idée des trois grands pouvoirs, elle a toujours sonné faux, voire carrément artificielle. Le gouvernement mondial pensait pouvoir tenir tête aux 4 empereurs grâce aux corsaires et à la marine. Mais soyons réalistes, ce système n'était qu'un pansement sur une plaie béante, un équilibre précaire basé sur des alliances opportunistes et une justice qui n'en portait que le nom. Et le plus ironique, c'est que même les corsaires eux-mêmes n'étaient pas unis. Chacun d'entre eux avait ses propres objectifs,
ses propres intérêts. Regardez Crocodile ou Doflamingo. Ces gars-là poursuivaient leurs ambitions personnelles. Conquête, pouvoir, vengeance. Leur titre de corsaire, c'était juste un ticket d'immunité pour étendre leur influence, sans avoir à craindre le gouvernement mondial. Mais au fond, ils n'ont jamais vraiment cherché à préserver cet équilibre global. Dès le départ, c'était une chimère. Une illusion qu'on essaie de maintenir tant bien que mal. La vérité, c'est que tout ça était voué à l'échec. Ces pirates, autrefois traqués, ont été transformés en pions d'un jeu où les vraies forces, les empereurs, restaient hors de portée. Mais franchement, comment espérer maintenir l'ordre en s'alliant avec des hors-la-loi, dont les ambitions sont à l'opposé de tout ce que la marine est censée représenter? C'était une contradiction flagrante. Et pour tenter de masquer cet échec, ils misent tout sur le SSG et ses technologies futuristes. Mais soyons honnêtes, tout ça ne fait que masquer les fissures. Ces nouvelles technologies, ce n'est qu'un écran de fumée. Les fondations du système sont trop instables pour que ça suffise à redresser la barre. Dans ce même univers, il n'y a pas que les pirates et la marine qui s'affrontent. Derrière ces luttes pour le contrôle des mers se cache un réseau plus discret, mais tout aussi dangereux, la pègre, aussi connue sous le nom de communauté de l'ombre. Ce monde de l'ombre, bien loin des projecteurs, regroupe des figures influentes qui opèrent dans les zones grises de l'économie mondiale. Leur but, pas la domination politique directe, mais le contrôle des marchés illégaux. Trafic d'armes, esclavage, biens interdits, tout y passe. Et ce sont eux qui, dans l'ombre, façonnent les rapports de force dans le nouveau monde. Ces figures de la pègre, elles ne travaillent pas seules. Elles sont souvent liées aux 4 empereurs, à certains capitaines corsaires et parfois même à des membres du gouvernement mondial. Leur influence est vaste. Elles ne dirigent pas les conflits frontaux. Non, elles préfèrent tirer les ficelles depuis les coulisses, en manipulant les événements à leur avantage, que ce soit des gains économiques ou pour renforcer leur pouvoir. Ce côté de l'histoire, on l'oublie parfois, mais il est crucial. Et vous verrez, la pègre est à l'origine de bien des événements marquants. La pègre, c'est bien plus qu'un simple réseau criminel. Elle est profondément ancrée dans les rouages mondiaux, opérant là où le gouvernement mondial perd son contrôle. Ses maîtres, les empereurs de la pègre, dirigent des opérations bien au-delà du trafic d'armes ou de fruits du démon artificiel. Ils contrôlent le commerce d'esclaves, manipulent les marchés noirs et parfois influencent même la géopolitique en manipulant les ressources clés ou en finançant des rébellions. Mais comment ce monde souterrain est-il devenu si puissant dans l'univers de One Piece? La réponse réside dans les figures qui tirent les ficelles. Les empereurs de la pègre, chacun ayant un rôle distinct mais tout aussi influent. Prenons Drug Peklo, surnommé Croque-Mort. Son rôle est mystérieux, centré autour de la gestion de cadavres. Et quand on y réfléchit, ce détail apparemment anodin prend tout son sens. Vous vous souvenez de Gecko Moria et son armée de zombies composée des cadavres de guerriers légendaires? Comment pensez-vous qu'il a pu se procurer des corps d'une telle valeur? Drug Peklo a probablement facilité ses acquisitions macabres, nous révélant ainsi une facette effrayante de la pègre, un accès à des ressources rares et précieuses, qui deviennent des armes stratégiques pour des pirates ambitieux comme Moria. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit la pègre impliquée dans la circulation de matériaux rares. Prenez Franky par exemple. Il a acheté le bois d'Adam sur le marché noir. Et ce bois, ce n'est pas n'importe quel bois. Il est extrait de l'arbre au trésor Adam. Et sa rareté fait qu'il est considéré comme un véritable trésor. Sauf que sa vente est illégale. Donc évidemment, ce bois ne se trouve que sur le marché noir. Ce bois est si rare que seuls 2 navires connus en sont faits, l'Euro Jackson et le Sunny. C'est la preuve que la pègre contrôle des ressources d'une valeur inestimable, capable de changer le cours des événements, que ce soit la construction de navires légendaires ou par l'armement de forces redoutables. Et dans ce monde obscur, il y a aussi Dufeld, surnommé le dieu de la fortune. Il y a 24 ans, il a financé l'un des plus gros projets scientifiques, le groupe MADS, mais on en reviendra plus en détail plus tard dans la vidéo. Et puis il y a Stussy, mais on va passer son cas qui est très spécial. Passons plutôt à Umit, le roi du transport maritime. Il ne se contente pas de transporter des marchandises illégales. Il gère une part importante de la logistique mondiale, même pour le gouvernement mondial. Un de ses navires a même livré des matériaux à Vegapunk sur Egghead. Ce détail soulève des questions sur la relation ambiguë entre la pègre et le gouvernement. Pourquoi faire appel à un empereur de la pègre pour livrer du matériel gouvernemental? Il devient clair que la pègre, même dans ses fonctions illégales, est profondément ancrée au système officiel, accentuant son influence. Et enfin, Morgans. Lui, il dirige le plus grand journal du monde, le World Economic Times. Il contrôle ainsi l'information à l'échelle globale. Mais Morgans ne fait pas que rapporter des faits. Il manipule l'information, exagère et parfois dissimule. Tout ça pour créer des chocs, des tensions ou satisfaire les demandes du gouvernement mondial.
Sa gestion des primes en est un parfait exemple. Ses avis de recherche, qui sont des symboles de dangerosité, sont diffusés par Morgans. En contrôlant ce que le monde sait, il influence directement la perception des pirates, des dirigeants et même de la population. Il n'est donc pas qu'un simple rapporteur. Morgans est un architecte de l'opinion publique, façonnant le monde selon son bon vouloir. Ce pouvoir de contrôler l'information devient une arme redoutable, aussi puissante que n'importe quelle armée. Ces empereurs silencieux qui opèrent dans l'ombre ont un pouvoir immense, un pouvoir capable de renverser des gouvernements, de déclencher des guerres ou simplement de remodeler les équilibres mondiaux. Dans ce monde, ce sont eux les véritables maîtres du jeu. Même si la pègre opère dans l'illégalité, elle est loin d'être déconnectée des figures les plus puissantes du gouvernement. Les dragons célestes, ces nobles qui se voient littéralement comme des dieux, tirent profit des activités de la pègre, et pas qu'un peu. Prenons le trafic d'esclaves par exemple. Il n'est pas juste toléré, il est carrément encouragé par ces élites qui exhibent leurs possessions humaines comme des trophées. C'est là qu'on se demande, mais où commence vraiment l'illégalité dans cet univers, quand ceux qui devraient l'éradiquer sont en fait les premiers à en profiter? Et les dragons célestes ne sont pas les seuls dans le coup. La pègre, avec ses manipulations économiques, devient un rouage clé dans l'équilibre des forces. En contrôlant des ressources cruciales, elle force parfois le gouvernement mondial à fermer les yeux sur certains trafics, juste pour maintenir la paix. Du coup, le gouvernement mondial, censé être l'incarnation de l'ordre et de la justice, se retrouve complice de ce système, pris au piège dans un équilibre de pouvoir totalement corrompu. Un exemple? Allez, on retourne sur l'arc Wano. Dans cet arc, on découvre que le CP0, l'agence secrète la plus puissante du gouvernement mondial, fait des affaires avec Orochi et Kaido pour acheter des armes. La vraie question c'est pourquoi le CP0, la branche la plus secrète et puissante du gouvernement mondial, achète des armes à un pirate comme Kaido? Le gouvernement n'a-t-il pas ses propres arsenaux? Les armes de la marine ne viennent-elles pas de sources officielles? Eh bien, rien de tout ça en fait. Et pour une raison simple. Ces armes-là ne sont pas pour la marine ni pour les agents du gouvernement. Non, elles sont destinées à des factions que le gouvernement soutient en douce. En gros, c'est une guerre par procuration, où chaque camp soutient ses alliés sans se salir les mains. Et voilà pourquoi les révolutionnaires cherchaient tant à découvrir d'où venaient les armes vendues par Doflamingo. Ils savaient très bien que ces armes finissaient entre les mains de leurs ennemis. En coupant la source, ils espéraient prendre un avantage dans cette guerre de l'ombre. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé après la chute de Doflamingo. Beaucoup de factions ont dû déposer les armes. Certains conflits se sont calmés et l'armée révolutionnaire en a profité pour faire avancer ses pions. Et c'est pour ça que le Cypher Pole ont vite cherché à rattraper le coup en s'approvisionnant directement chez le shogun de Wano. Donc voilà, cet exemple montre bien que l'influence de la pègre dépasse largement le simple commerce illégal. Elle est devenue un outil stratégique dans ce bras de fer entre le gouvernement mondial et l'armée révolutionnaire. Et ce conflit, même caché, ne fait que grandir. Bon, j'espère qu'à ce stade-là de la vidéo, je vous ai pas trop perdu, ni trop chargé en informations. Mais c'est un sujet très vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, reprenons. Si la pègre incarne les rouages sombres et corrompus de ce monde, les révolutionnaires, eux, s'érigent comme la force qui cherche à briser cette machine pour construire un avenir plus juste. Les révolutionnaires ne se contentent pas de dénoncer les abus des dragons célestes ou du gouvernement mondial. Non, ils sont là pour agir, pour renverser ce système pourri jusqu'à la moelle. Leurs actions ne sont pas motivées par la simple conquête ou la vengeance. Ils se battent pour quelque chose de bien plus grand, la liberté, l'égalité et surtout la justice. Là où la pègre et le gouvernement mondial ont tissé des alliances perverties par la cupidité, écrasant des peuples entiers sous le poids de la domination, les révolutionnaires, eux, ont décidé de se lever. Et pas juste pour eux, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence, pour ceux qui ont perdu leur voix dans ce monde brutal. Pour les révolutionnaires, ce combat dépasse de loin les questions de territoire ou de pouvoir. C'est une lutte pour l'émancipation des peuples. Ils rêvent d'un monde où la liberté n'est pas juste un mot lancé en l'air, mais une réalité pour tous. Et ce rêve, ils ne se contentent pas de l'imaginer. Ils le façonnent. Un combat à la fois. Il faut comprendre avant tout que l'armée révolutionnaire n'est pas juste un mouvement qui s'oppose aux abus du gouvernement mondial. C'est une réponse directe aux injustices profondément enracinées dans cet univers. La naissance de cette armée remonte à un événement tragique qui a marqué son leader, Monkey D. Dragon. Lorsqu'il s'est retrouvé sur l'île d'Ohara et a été témoin de la destruction de cette terre de connaissances,
Dragon a alors pris conscience de l'ampleur de l'oppression exercée par le gouvernement mondial. Ce massacre, destiné à faire taire les chercheurs et à effacer la vérité, a été le catalyseur qui l'a poussé à créer l'armée révolutionnaire, avec l'aide de Kuma et de Ivankov. Leur mission était claire, renverser les systèmes de pouvoir injustes et protéger ceux qui ne pouvaient se défendre. Les révolutionnaires sont devenus une force incontournable dans la lutte contre les abus perpétrés par le gouvernement mondial et la pègre. Contrairement aux pirates, qui cherchent avant tout la liberté personnelle, quitte à agir selon leurs propres intérêts, les révolutionnaires sont animés par une vision collective. Pour eux, la liberté ne se limite pas à voguer sur les mers sans maître. Elle doit être accessible à tous et sans distinction. Ils se battent non seulement contre les tyrans visibles, mais aussi contre les systèmes invisibles qui maintiennent les populations sous la peur et la misère. C'est cette différence fondamentale qui les distingue des pirates. Là où un pirate cherche à conquérir sa liberté individuelle, les révolutionnaires veulent bâtir un monde où chaque personne peut vivre librement sans craindre l'oppression. Leur engagement ne s'arrête pas aux paroles. Il se traduit par des actions concrètes. 12 ans avant le début de l'histoire, lors de la tragédie du Grey Terminal, les révolutionnaires ont montré leur dévouement envers ceux qui sont ignorés par le gouvernement mondial. Alors que les nobles se préparaient à brûler le Grey Terminal pour masquer la misère de ce bidonville avant la visite d'un dragon céleste, les révolutionnaires ont risqué leur vie pour sauver les habitants, offrant à ces âmes oubliées une chance de s'en sortir. Leur volonté de protéger les plus vulnérables est au cœur de leur mission, mais toujours dans le respect de ceux qu'ils défendent, en leur laissant la possibilité de choisir leur destin. Écoutez-moi, braves gens, si vous êtes prêts à vous battre pour votre liberté, rejoignez-moi à bord de ce navire et soyez les bienvenus. Contrairement à d'autres factions qui cherchent à renverser les systèmes par la force brute et la violence aveugle, l'objectif des révolutionnaires n'est pas de faire souffrir davantage ceux qu'ils souhaitent libérer. De cette façon, leur lutte est avant tout pour le peuple, et non contre lui. C'est pourquoi ils choisissent de ne tuer personne, de limiter les pertes et d'éviter de semer le chaos parmi ceux qui n'y sont pas prêts. La philosophie des révolutionnaires repose sur une idée fondamentale. Le changement doit venir de ceux qui le souhaitent vraiment. Pour eux, la liberté n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. Elle naît d'un désir profond de briser les chaînes de l'oppression, d'une détermination à traverser les épreuves nécessaires pour se libérer. Et c'est ce qui motive leur approche de la libération. Ils encouragent les populations à se lever, à se battre pour elles-mêmes, car sans cette volonté de se libérer, toute intervention externe ne ferait que prolonger la souffrance. Si un peuple n'est pas prêt à se dresser, alors le changement n'est qu'une illusion, et la répression ne tardera pas à écraser ce semblant de révolte. Bello Betty, l'une des commandants de l'armée révolutionnaire, incarne parfaitement cette philosophie lorsqu'elle s'adresse aux habitants d'un village opprimé. 死ぬか戦うか己の運命を選べヒーローは人事かお前がヒーローかもしれない Cette phrase résume tout l'esprit des révolutionnaires. Ils se tiennent prêts pour soutenir ceux qui veulent se battre pour leur liberté, sans pour autant substituer à leur courage. Ils fournissent un coup de pouce, une étincelle, mais c'est à ceux qu'ils aident de porter la flamme du changement. Pour les révolutionnaires, la liberté est plus qu'un simple état d'existence. C'est une quête active, un processus qui implique de lutter pour ses droits. La liberté telle qu'ils la conçoivent n'est pas juste l'absence de contraintes, mais la capacité pour choisir son propre destin, loin des chaînes de l'oppression et de la peur. Cette vision est magnifiquement résumée par le roi des pirates au chapitre 100. Il est des choses que personne ne peut stopper. Une volonté de faire perçue comme héritage. Des rêves. Les remous d'une époque. Tant qu'il y aura des hommes qui aspireront à donner un sens au mot de liberté, rien ni personne ne pourra les arrêter. Ces mots sont la promesse d'un avenir où ceux qui aspirent à être libres finiront par réussir. Peu importe les obstacles qui se dresseront. C'est ce même message que Dragon transmet à son propre fils lorsqu'il le sauve à Locktown. Va, Luffy. Va et parcours le monde si tel est ton désir. Parce que rien ni personne ne peut empêcher un homme de prendre la mer. Cette déclaration va au-delà de la simple permission. Elle est une affirmation de la liberté de choisir son propre chemin, de définir les limites imposées par les autorités et de suivre son propre rêve.
Pour Dragon, la liberté est inaliénable. C'est le droit de vivre sans les chaînes des tyrans, de tracer sa propre route, sans se laisser dicter par ceux qui prétendent gouverner. Ce combat n'est donc pas seulement une guerre contre l'injustice, mais un appel à la responsabilité de chaque individu. Se battre pour être libre et encourager les autres à faire de même pour que le rêve d'un monde plus juste et plus équitable devienne une réalité durable. Les révolutionnaires ont décidé d'élever leur lutte contre le gouvernement mondial à un niveau inédit. Lors de la dernière rêverie, ils ont franchi un cap en déclarant la guerre au gouvernement. Une action qui ne laisse aucun doute sur leur détermination à s'attaquer aux structures de pouvoir les plus ancrées. Ce n'était plus simplement des interventions ponctuelles ou des libérations de peuples opprimés. Il s'agissait d'une prise de position ouverte et frontale, marquant un tournant majeur dans leur stratégie. Parmi leurs actions les plus percutantes, les révolutionnaires ont entrepris de couper les lignes d'approvisionnement des dragons célestes, les privant des ressources qui leur assuraient un train de vie luxueux. Cette stratégie visait à rendre ces soi-disant divinités vulnérables, en les plaçant dans la même situation que les peuples qu'ils avaient asservis et appauvris pendant des siècles. Pour la première fois, les dragons célestes ont dû ressentir la faim et la précarité qu'ils avaient imposées à d'autres, révélant la véritable fragilité d'un système qui semblait alors invincible. Dragon ne se contente pas de sauver des vies, il frappe au cœur même du système pour ébranler les fondations. Si d'autres, comme Fisher Tiger avant lui, avaient mené des actes héroïques en attaquant Marie-Joise pour libérer des esclaves, Dragon adopte une approche différente, plus stratégique. Plutôt que de libérer un individu ou un groupe, il s'attaque aux fondations du pouvoir, cherchant à les démanteler de manière systémique. Cette lutte globale, qui va bien au-delà de sauvetage héroïque individuel, vise à faire tomber un régime vieux de plusieurs siècles. L'inaction apparente de Dragon dans certaines situations a souvent été critiquée. Mais il faut comprendre que son objectif est de mettre en place un changement durable, qui n'est possible que si les populations elles-mêmes se lèvent et prennent part au combat pour la liberté. Les révolutionnaires savent que pour bâtir un monde plus juste, il faut plus qu'un soulèvement ponctuel. Ils doivent affaiblir la machine qui perpétue l'oppression, tout en donnant au peuple les outils et la volonté nécessaires pour se libérer. En fin de compte, ils ne cherchent pas simplement à détruire, ils veulent reconstruire. Leur guerre n'est pas menée avec une brutalité aveugle, mais avec une vision d'un futur où chacun, du plus humble au plus puissant, aura la possibilité de choisir son destin. Le chemin est difficile, semé d'embûches, mais tant qu'ils pourront souffler sur les braises de l'espoir et de la révolte, le feu de la liberté ne s'éteindra jamais. Face à un monde en pleine mutation, la marine se retrouve sous pression comme jamais auparavant. La récente déclaration de guerre des révolutionnaires a frappé directement le cœur du gouvernement mondial, ébranlant la position des dragons célestes et exposant leur vulnérabilité. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, la pègre a su tirer parti des instabilités globales pour renforcer son emprise. Et la destitution des corsaires a laissé un vide que ni la marine ni les empereurs ne semblent prêts à combler immédiatement. Devant ce contexte, la marine n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Le statu quo, autrefois maintenu par une équation de force fragile entre la marine, corsaire et empereur, est brisé. Pour préserver la stabilité et restaurer une forme de contrôle, la marine doit évoluer et répondre de manière résolue et stratégique. Ce renouveau passe par un réajustement de leurs forces, une révision de leur doctrine et l'utilisation accrue de la science comme nouvel allié. Tout d'abord, revenons à l'origine de ces bouleversements. La guerre de Marineford a été bien plus qu'une bataille entre la marine et les pirates. Elle a marqué un tournant décisif dans l'histoire de ce monde. Un moment où les failles du système ont été exposées pour tous à voir. Oui, la marine a remporté la victoire. Mais à quel prix? La mort de Barbe Blanche n'a pas seulement mis un terme à une ère. Elle a déclenché une série de conséquences qui façonnent encore aujourd'hui le futur de tous les protagonistes impliqués. Rappelez-vous, Baggy et Crocodile, tous deux évadés d'Impel Down, sont aujourd'hui à la tête de Cross Guild. Aujourd'hui, Luffy est devenu l'un des 4 empereurs, s'imposant face aux plus puissants et inspirant des peuples entiers. Trafalgar Law, celui qui a sauvé la vie de Luffy, a lui aussi fait son chemin. Il est devenu corsaire pour mieux retourner son statut contre le gouvernement mondial, avant de s'allier à Luffy pour mettre fin au règne de Kaido. Shanks, qui avait mis fin à la bataille, est aujourd'hui à la quête du One Piece. Kobe, quant à lui, est maintenant un membre clé du SWORD, une unité secrète de la marine, opérant dans l'ombre au-delà des règles officielles. Et enfin, Barbe Noire, celui qui a su profiter du chaos de Marineford, continue à jouer ses cartes, manipulant les événements en silence. Comme vous pouvez le voir, chaque protagoniste présent à Marineford
joue aujourd'hui un rôle clé. Même Ivankov, qui en tant que commandant des révolutionnaires, représente cette faction lors de la bataille. Ivankov n'a pas seulement soutenu Luffy, il est désormais l'une des figures de proue de la montée en puissance de l'armée révolutionnaire. Cette bataille n'a pas seulement marqué la fin d'une époque, elle a aussi ouvert la voie à une nouvelle ère, où chaque acteur a tiré les leçons de ce jour fatidique pour façonner sa propre destinée. Dans cette nouvelle ère, la marine ne peut pas se permettre d'agir comme par le passé. Les amiraux, les forces spéciales et les avancées technologiques ne sont que des outils. Ce qui déterminera le futur de la marine et du monde, c'est leur capacité à comprendre et s'adapter aux défis posés par une génération qui refuse de suivre les anciennes règles. Et justement, pour faire face aux bouleversements mondiaux, la marine a non seulement renforcé ses forces humaines, mais elle s'est aussi tournée vers la science comme pilier stratégique. Pour comprendre comment la technologie est devenue un atout stratégique pour la marine, il faut revenir aux origines des MADS. Ce groupe de recherche scientifique, formé bien avant les événements actuels, regroupait des génies comme Vegapunk, Judge, César et Queen. Leur objectif ? Explorer les limites du possible, du facteur de lignage à la création de formes de vie nouvelles, en passant par des avancées dans la cybernétique et les armes. Les MADS n'étaient pas affiliés au gouvernement mondial à l'origine. Ils travaillaient en tant que groupe indépendant, motivés par une passion commune pour la science, qu'ils voyaient comme un moyen de créer des avancées sans précédent. Leur travail sur le facteur de lignage, une découverte qui permet de manipuler les caractéristiques fondamentales des êtres vivants, a ouvert la voie à des expériences sans égales, dont le clonage et la création de fruits du démon artificiels. Mais cette soif de connaissance a rapidement attiré l'attention du gouvernement mondial. Craignant le potentiel de destruction de leurs recherches, le gouvernement a dissous les MADS, mais pas avant d'avoir sécurisé les talents de Vegapunk pour leur propre compte. Vegapunk a alors rejoint les rangs du gouvernement. Et c'est là que commence un chapitre complexe de sa vie. Contrairement à certains de ses anciens collègues, il n'a jamais cessé de croire que ses découvertes pouvaient être utiles pour le bien de l'humanité. Sa morale l'a souvent distingué de figures comme César, qui lui n'avait aucune limite dans ses ambitions. Vegapunk, en rejoignant la marine, pensait pouvoir guider le monde vers un avenir plus sûr, croyant que la science pouvait devenir un bouclier pour protéger l'humanité. Cependant, ses inventions ont souvent été détournées de leur but initial. Prenons les pacifistas. Conçus pour maintenir la sécurité mondiale, ils ont été utilisés comme armes d'oppression, manipulés par ceux qui voulaient contrôler le monde. Vegapunk voulait créer des innovations pour le bien commun, mais la réalité l'a souvent confronté aux dures vérités de la politique et de l'autorité. La création du SSG, un département dirigé par Vegapunk après la dissolution des corsaires, est une autre étape marquante dans l'instrumentalisation de la science par la marine. Le SSG représente l'effort de la marine pour ne plus dépendre des pirates et se doter de nouvelles armes capables de rivaliser avec les empereurs. Mais là encore, la question reste. Jusqu'où peut-on aller avant que la science ne devienne une menace pour ceux qu'elle est censée protéger? Ironiquement, Dragon a été témoin de cette dualité chez Vegapunk. Lorsque Dragon est arrivé sur l'île d'Ohara, après sa destruction par le Buster Call, il a rencontré Vegapunk, qui était là pour honorer les archéologues disparus. Là où Dragon a choisi la rébellion directe contre le gouvernement mondial, Vegapunk a choisi de travailler de l'intérieur, espérant qu'il pourrait influencer le cours des événements de manière positive. Leur vision du changement divergeait. Dragon voulait renverser les tyrans, là où Vegapunk espérait changer le système en apportant des innovations bénéfiques. C'est cette dichotomie qui symbolise le dilemme éternel de la science. Peut-elle être utilisée pour instaurer la paix sans être détournée par les pouvoirs en place? En fin de compte, Vegapunk est resté fidèle à sa vocation de scientifique, cherchant à développer des technologies qui pourraient améliorer la vie de tous. Mais il est devenu évident que la science, dans les mains du gouvernement mondial, a été utilisée autant pour asservir que protéger. Les avancées des MADS et l'héritage de Vegapunk posent une question essentielle sur le pouvoir de la science. Est-elle une arme ou un espoir? Tout dépend de celui qui la tient. Nous savons que le monde ne sera plus le même. Certains ont ri, d'autres ont pleuré. La plupart sont restés silencieux. Cette course à l'armement, cette quête désespérée pour garder une longueur d'avance, révèle une vérité troublante. La marine ne se bat plus pour la justice, mais pour sa propre survie. Chaque innovation, chaque nouvelle force déployée est une tentative de combler les failles béantes de leur système. Un système qui menace de s'effondrer sous le poids de ses contradictions. La véritable bataille ne se joue plus sur les mers, mais dans l'âme de la marine elle-même. En s'enfermant dans une logique de domination technologique et en s'éloignant de sa mission première, protéger les innocents et garantir la justice, la marine risque de devenir ce qu'elle a toujours juré de combattre. Un pouvoir qui cherche avant tout à maintenir son autorité,
quitte à sacrifier les idéaux qui en faisaient autrefois une force de bien. Ainsi, la marine se retrouve à un carrefour décisif, entre la justice et la préservation du pouvoir, entre la science comme espoir et la science comme instrument de domination. Le chemin qu'elle choisira pourrait bien déterminer le futur non seulement de ses propres rangs, mais aussi de l'équilibre fragile du monde. Dans cette quête de contrôle, la marine devra se rappeler que la justice véritable ne peut naître d'une simple supériorité technologique, mais d'une volonté sincère de protéger ce monde, même au prix de son propre pouvoir. Mais il y a un mais. Dans un monde où tout semble structuré, même si cet ordre reste fragile, il existe toujours des opportunistes, des gens prêts à tout pour leurs ambitions, des esprits guidés par une audace incommensurable, déterminés à renverser la table pour atteindre leur but. Et c'est précisément ce que représentent les supernovas. Ces jeunes pirates, dont les primes dépassaient les 100 millions de berries avant même de s'engager dans le Nouveau Monde, ont fait une entrée fracassante à l'archipel des Sabaody. Tous en même temps, comme une vague immense déferlant sur la mer. Leur arrivée a fait trembler les fondations même du pouvoir. Une coïncidence? Peut-être, mais aussi le signe d'une génération qui refusait de rester silencieuse. Leur visage reflète la naissance d'une nouvelle ère, celle qui ose se confronter aux plus grands. De Trafalgar Law à Monkey D. Luffy, chacun d'entre eux incarne une vision de la piraterie différente, un idéal propre, mais ils partagent tous un point commun. Ils sont des perturbateurs, des briseurs de chaînes qui refusent de se plier aux lois imposées par le gouvernement mondial, les empereurs ou toute autre autorité. Leur audace les caractérise. Cette génération est née pour remettre en question les règles, pour tester les limites et voir ce qui peut être détruit. Et à chaque fois qu'ils bougent, c'est tout un équilibre qui vacille. Regardez l'impact de ces supernovas sur le monde. Ils n'ont pas attendu que le vent tourne en leur faveur. Ils ont créé leur propre tempête. Dès leur entrée dans le Nouveau Monde, Luffy et Law ont créé une alliance audacieuse. Ensemble, ils ont renversé Doflamingo et mis fin à son règne à Dressrosa. Une action qui, au-delà de la simple victoire, a révélé au grand jour la corruption qui gangrenait les rangs des alliés du gouvernement mondial. Doflamingo était un rouage essentiel dans la machine du pouvoir. Et comme Law l'a si bien dit, j'ai détruit un des rouages et c'est trop tard pour faire marche arrière. Cette phrase de Law est lourde de sens. En détruisant ce rouage, ils ont déclenché une cascade d'événements réveillant des forces qui sommeillaient jusqu'à là. Cette alliance a ouvert la voie à une nouvelle dynamique. Non seulement elle a marqué la fin du règne de Doflamingo, mais elle a aussi exposé la vulnérabilité des corsaires et du gouvernement mondial. Ils se moquent des conséquences. Ils veulent défier les titans et ils ne reculent devant rien. Pour eux, c'est maintenant ou jamais. Les supernovas sont bien plus que de simples pirates avec des primes astronomiques. Ils sont des briseurs de chaînes, ceux qui refusent d'accepter les règles imposées par les générations précédentes. Ils affrontent les Yonko, s'attaquent aux road poneglyphes, tout ça dans le but de se rapprocher du One Piece. Leur quête est une quête de changement, une remise en question totale de ce qui est établi. Leurs agissements ont réveillé des forces jusqu'à là endormies, mis en lumière des mystères longuement enfouis et relancé la course au One Piece dans un monde où chaque faction attendait patiemment son moment. Ils n'attendent pas que l'histoire les appelle, ils se jettent dans la mêlée. Ils sont la tempête qui menace de balayer ce fragile équilibre. L'équilibre dans l'univers de One Piece repose sur une dynamique subtile, où chaque faction, qu'elle soit pirate, marine ou révolutionnaire, joue un rôle essentiel. Malgré leurs conflits, tous incarnent des forces opposées, mais nécessaires. Cet équilibre ne tient pas grâce à une paix durable, bien au contraire. Il se nourrit de tensions, d'ajustements constants et de compromis imposés par les ambitions de chacun. Ce réseau mondial n'est pas qu'un simple terrain d'aventure. C'est une mécanique implacable où chaque action, chaque décision peut faire basculer des royaumes, bouleverser des générations et remodeler des destinées. Et au cœur de tout ça, les personnages évoluent. Mais Oda ne se contente pas d'un monde en noir et blanc. Il nous montre que la justice est ambivalente, que la liberté a un coût et que même les factions les plus nobles doivent composer avec des choix difficiles. Chaque victoire, chaque sacrifice redéfinit cet équilibre précaire. C'est cette complexité qui fait de One Piece bien plus qu'une simple quête de trésors. C'est une réflexion sur le pouvoir, les idéaux et les luttes qui définissent une génération. Oda nous invite à naviguer dans un monde où tout est lié, où les rêves façonnent la réalité et où les aventures ne cessent de repousser les horizons. Alors, tant qu'il y aura des rêveurs, des héros et des ambitieux prêts à tout pour réécrire les règles, ce monde continuera de vivre et nous avec lui. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi tout le long de cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.